Bonjour, je suis Stéphanie Laguinier, la fondatrice de Meredith Santé. C'est une plateforme qui a été créée pour rapprocher les professionnels de santé en établissement et en ville. L'objectif est de recréer du lien au sein d'un même territoire entre différentes spécialités pour mieux communiquer et améliorer les parcours de soins. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez développer votre réseau de professionnels de santé. Et en attendant, je vous souhaite une belle conférence. Bonjour à tous et à toutes qui vous êtes connectés là pendant les heures de repas. Donc, je suis David Valencogne, médecin responsable de l'unité de cicatrisation du parc, donc qui est une unité qui est spécialisée dans la prise en charge des plaies chroniques, aussi bien les ulcères, les escarres, mais également le pied diabétique à la clinique du parc à Lyon. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est la plaie du pied diabétique, toujours une urgence. Alors ce titre, je l'ai choisi, c'est pas un titre provocateur ou aguicheur, c'est un titre qui montre une réalité, comme vous allez le voir dans ce diaporama. Alors d'abord, quelques petits rappels de santé publique. 15 à 20% des diabétiques auront une ulcération du pied, donc 40 à 80% qui s'infecteront, donc c'est quand même beaucoup. Et vous avez 5 à 10% des diabétiques de type 2 qui seront un jour amputés d'un orteil, du pied ou de la jambe, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, une dernière information importante que j'ai voulu souligner, le risque de décès à 5 ans d'un patient diabétique avec un ulcère du pied est multiplié par 2,5 par rapport à un patient qui n'a pas de plaie, un diabétique qui n'a pas de plaie du pied. Donc ça, c'est quand même un élément important. Alors, pour qu'il y ait une plaie du pied diabétique, il faut en règle générale nécessairement une neuropathie des membres inférieurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par neuropathie? On entend en fait des troubles de la sensibilité qui font que le patient sent peu ou pas du tout. Ce qu'on sait aussi également, c'est que ces patients qui ont une neuropathie diabétique qui va conduire à cette plaie, dans 70% des cas, ont également une artériopathie des membres inférieurs. Donc ça, c'est un élément très important à retenir. 30% d'entre eux, par contre, n'en ont pas. Ils ont juste une neuropathie diabétique. Alors, des petits rappels de physiopathologie avant qu'on aborde l'examen clinique et la thérapeutique concernant le pied diabétique. La neuropathie, il faut savoir qu'en fait, c'est plusieurs neuropathies chez le diabétique. On parle de polyneuropathie distale et symétrique. Et cette neuropathie, elle peut atteindre 50% des diabétiques après 15 ans de diabète. Alors, il y en a 3 principales. Il y en a d'autres que je n'ai pas citées parce qu'elles sont assez rares. Et nous, celle qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle la neuropathie sensorimotrice distale, qui est chronique, qui est débutante et restant prédominante au pied. Donc, c'est cette neuropathie qui va provoquer des troubles de la sensibilité chez le diabétique. Alors, on s'intéresse aussi à la neuropathie autonome pour le pied diabétique, puisque cette neuropathie autonome, au niveau du pied, va provoquer une réduction de la transpiration des pieds et une sécheresse de la peau. Alors, l'atteinte sensorimotrice distale chronique, qui nous intéresse, elle peut être asymptomatique ou découverte lors de l'examen clinique, c'est-à-dire que normalement, théoriquement, tout diabétique, une fois par an, doit avoir un examen de dépistage de cette neuropathie. On va le voir ensuite comment on le fait. Mais le plus souvent, en fait, cette neuropathie est découverte lors d'une plaie du pied, directement. Alors, la neuropathie sensorimotrice distale, elle va entraîner une diminution de la sensibilité et de la force musculaire des petits muscles des pieds, qui va créer un déséquilibre de ces forces entre les différents muscles, qui va entraîner des déformations, pieds creux, orteils en marteau ou en griffe, une hyperpression au point d'appui, et cette hyperpression va entraîner une hyperkératose réactionnelle, c'est-à-dire un épaississement cutané. Alors l'hyperkératose, c'est une sorte de corps étranger non douloureux qui est présent au niveau des points d'appui du pied, souvent au niveau des têtes des métatarsiens, la pulpe des orteils en cas d'orteil en griffe et le talon. Alors on voit sur ces photos, donc tout de suite à droite, donc une hyperkératose en regard du premier méta, là sur le pied gauche, et en haut à droite, on voit déjà un mal perforant sur une hyperkératose en regard du cinquième méta. Alors, la neuropathie diabétique, au stade ultime, quand il y a vraiment le maximum de déformation, va conduire à ce qu'on appelle à l'ostéoarthropathie de Charcot, qui atteint 2,5% des patients diabétiques.
c'est une atteinte articulaire avec destructrice qui va entraîner une déformation du pied qui a une forme cubique ou globuleuse, comme on voit là sur cette photo. Ces patients-là, il faut le noter, ont très souvent des maux perforants situés au niveau du médio-pied dû à cette déformation et destruction. Comme on voit là sur cette photo, on voit une belle ulcération avec une plaie bourgeonnante et une hyperkératose en périphérie. Alors, les mécanismes d'apparition des plaies, donc c'est le plus souvent d'origine microtraumatique. Il y a des facteurs extrinsèques et intrinsèques donc, qui font favoriser ces traumatismes. Alors, au niveau des facteurs extrinsèques, on a d'abord des chaussures inadaptées, le corps étranger dans la chaussure. Quand le patient ne sent pas ou peut, il ne se rend pas compte qu'il va se blesser, qu'il a un corps étranger dans la chaussure, en tout cas pas tout de suite. Les brûlures, hein, c'est pas rare de voir des diabétiques qui ont des brûlures parce qu'ils se sont réchauffés les pieds au coin du feu ou tout proche du radiateur et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se sont brûlés. Il y a aussi les gestes d'autopédicurgie qui sont fréquents, la mycose interdigitale, c'est-à-dire l'intertrigo. Et dans les facteurs intrinsèques, donc on a l'hyperkératose, bien entendu, qui va favoriser le mal perforant, l'hyperkératose qu'on appelle du rayon lorsque c'est sous la plante des pieds, l'œil de perdrix lorsque c'est entre les orteils et le corps pour le reste des autres localisations. Alors, on peut avoir aussi des ongles agressifs, le pied de Charcot, des déformations osseuses, la limitation de la mobilité articulaire du pied qui peuvent favoriser donc les maux perforants. Alors, en résumé, pour la physiopathologie, on a donc un patient qui a une neuropathie diabétique périphérique sensorimotrice qui peut être associée ou pas avec une artériopathie, avec des déformations osseuses du pied, avec des microtraumatismes répétés. Le tout va entraîner une ulcération. Si on n'a pas de traitement adapté, on va avoir une infection des parties molles et pourquoi pas des parties profondes, donc une atteinte ostéo-articulaire. Et parfois, malheureusement, cela débouche sur une amputation. Alors, quel est l'aspect le plus typique d'une plaie du pied diabétique? Eh bien, c'est le patient porteur d'un mal perforant plantaire, avant tout, avec une raideur articulaire et une déformation des orteils en griffe. On a une ulcération au sein d'une plaque d'hyperkératose, au niveau du point d'appui. Et les sites de prédilection, c'est les têtes métatarsiennes, surtout la tête des premiers et du cinquième. Et lorsqu'on a une déformation avec des orteils en griffe, on peut avoir ce qu'on appelle un mal perforant pulpaire. Donc là, sur cette photo, on a justement l'aspect typique avec sur le pied droit donc une hyperkératose avec une ulcération plantaire, mais là qui est plutôt en regard du deuxième état, et une ulcération pulpaire au niveau du quatrième orteil à gauche. Alors maintenant, passons à l'examen clinique. Alors, quand on voit pour la première fois donc un patient porteur d'une plaie diabétique, il y a un certain nombre de choses à regarder. Et pour introduire cet examen clinique, j'ai voulu d'abord vous présenter la classification de l'Université du Texas, qui est une classification qui est très utilisée partout, une des classifications d'ailleurs les plus utilisées dans les centres de plaies du pied diabétique, parce qu'elle permet de vraiment bien guider l'examen clinique et puis surtout de se rappeler d'un certain nombre de choses fondamentales qu'il ne faut vraiment pas oublier. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette classification clinique? En fait, elle va classer les patients en fonction de la profondeur de leur plaie et en fonction de deux critères. S'il y a une infection associée à la neuropathie diabétique et s'il y a ou pas une artériopathie des membres inférieurs. Alors, si on regarde donc en haut en abscisse, on a donc grade 0, grade 1, grade 2, grade 3. Le grade 0, donc c'est une, une plaie qui est vraiment très superficielle qui atteint l'épiderme. Le grade 1, c'est une plaie superficielle qui atteint le tissu cutané sous-cutané. Le grade 2, on est déjà au niveau du tendon ou de la capsule. Et le grade 3, on est au niveau d'une atteinte osseuse ou ostéo-articulaire. En ordonnée, donc on a des stades A, B, C, D en fonction de la présence ou pas d'infection ou d'artériopathie. Alors, on voit que, par exemple, le stade A, c'est un patient qui a une neuropathie diabétique, donc avec une plaie du pied, et qui n'a pas d'infection et qui n'a pas non plus d'ischémie. Ischémie, il faut l'entendre comme artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
Donc, par exemple, si on a un patient qui a une plaie superficielle de grade 1, qui a une neuropathie diabétique périphérique, bien sûr, mais qui n'a pas d'infection, pas d'ischémie, il est de stade 1A. Et entre parenthèses, en fait, ce sont les pourcentages de risque d'amputation. Donc, vous voyez, plus on descend dans les stades, plus les risques d'amputation augmentent, déjà en fonction des stades, mais aussi en fonction de la profondeur de la plaie. Ce qui fait que, par exemple, quand on est au stade D, on a un patient qui a une neuropathie diabétique, qui a manifestement une infection à sa plaie, qui a une artériopathie, on l'a authentifié, et on constate à l'examen clinique qu'il a une atteinte osseuse. Vous voyez que dans cette classification, il a quasiment 100% de chance d'être amputé. Alors aujourd'hui, heureusement, ces chiffres ont un peu évolué, même beaucoup, avec les progrès en termes de chirurgie orthopédique, de chirurgie vasculaire et également de prise en charge de l'infection osseuse avec les bioantibiothérapie. Maintenant, tout est bien codifié et on arrive quand même à descendre le chiffre maximal, là, qui était de 100% à 50%. C'est-à-dire qu'un patient sur deux, normalement, au pire, sera amputé si on est au stade D, 3D. Voilà. Alors, donc vraiment, c'est très important voilà, de bien comprendre pour l'examen clinique qu'il va falloir rechercher donc, des signes d'infection et rechercher si le patient a une artériopathie. Alors, d'abord l'anamnèse. On va d'abord demander au patient quand est-ce qu'a commencé la plaie, c'est évident, les circonstances survenues, le mécanisme, le type de chaussage, on en a parlé déjà avant. On va rechercher aussi les complications, si justement déjà il a une artériopathie qui est documentée, s'il a une néphropathie, peut-être qu'il est déjà dialysé, une rétinopathie, une cardiopathie, un AVC, etc. On va s'intéresser au traitement en cours, le contexte social, la dernière hémoglobine glyquée, est-ce que le diabète est bien équilibré ou pas, est-ce qu'il y a déjà eu des antécédents d'infection, notamment au niveau du pied, s'il y a eu des hospitalisations, etc. Ensuite, on va s'attaquer à l'examen clinique proprement dit général et local. Alors, en ce qui concerne l'examen clinique qui n'est pas encore centré sur la plaie que j'appelle générale. Bien évidemment, on va authentifier cette neuropathie périphérique diabétique si ça n'a jamais été fait. Et donc, il y a plusieurs signes cliniques à rechercher. Alors, l'abolition des réflexes achilléens, normalement, ils sont abolis, mais le problème, c'est qu'ils disparaissent avec l'âge. Donc, ce n'est pas très discriminant. Le test de la sensibilité vibratoire au diapason en ville, en tout cas en cabinet de médecine générale, c'est un peu difficile à réaliser. Donc, ce qu'on fait le plus souvent, en tout cas en pratique courante, c'est plutôt le test de la sensibilité tactile, qu'on appelle le test au monofilament, et le test de la sensibilité à la piqûre. Hein. Et quand on fait ces deux tests, quand on les combine, on a une très bonne fiabilité pour détecter la neuropathie. Alors là, j'ai une petite photo pour vous montrer à peu près où on teste, si vous voulez, les zones de sensibilité. Mais malheureusement, là, comme on n'a que pas beaucoup de temps, on n'a que 30 minutes pour expliquer tout cela, je vous invite à aller sur YouTube pour visionner justement des vidéos qui vous expliqueront très bien comment s'y prendre pour bien faire le test correctement, le test au monofilament et le test de la sensibilité à la piqûre. Alors, on va rechercher une artère des membres inférieurs à l'examen. Déjà, à l'interrogatoire, je rappelle donc la claudication intermittente, la douleur de décubitus, mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours présent avec la neuropathie périphérique. Donc, le plus important, ça va d'abord être la recherche des poux périphériques, les poux pédieux, les poux tibio-postérieurs. Et si on ne les trouve pas, on va remonter, on va aller en poplité, puis on fait moral. Un autre examen qu'on peut faire, clinique, qui n'est pas très compliqué, mais on n'est pas forcément équipé, c'est la mesure de l'index de pression systolique. Hein, c'est la mesure de la pression au niveau de la cheville sur la pression humérale du même côté. Et ça se fait avec un Doppler de poche. Normalement, on doit avoir un indice entre 0,7 et 1,3 pour éliminer une artériopathie. Alors, le problème, c'est que la fiabilité chez le diabétique peut être limitée parce que les artères jambières, elles sont rigides. Et on peut avoir une médiacalcose. Donc, on peut avoir des résultats qui sont supérieurs à 1,3 qui sont ininterprétables ou parfois avoir des résultats qui sont peut-être faussement rassurants. Donc, on préfère associer à cela ce qu'on appelle la mesure de la pression systolique au gros orteil. Alors, c'est pareil, il faut être équipé, il faut avoir un tensiomètre spécial pour le gros orteil pour pouvoir
avoir une meilleure fiabilité dans la détection de l'artériopathie. Alors, bon, en règle générale, au cabinet de ville, ça va être difficile. Donc, on se contente des pouls. On regarde également l'aspect de la plaie. Il y a aussi des petits signes comme la peau fine, luisante, dépilée, la lenteur de recoloration pulpaire, l'érythrocyanose, l'atrophie musculaire, les ongles épaissis stratifiés qui peuvent orienter vers une AOMI. Mais en tout cas, dès qu'on a un doute, de toute façon, l'examen de référence, ça va être le Doppler, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Alors, vous voyez que sur cette diapositive, vous voyez, on a voilà, des plaies avec artériopathie vraiment typique, une nécrose pulpaire au niveau du gros orteil et malheureusement une nécrose complète du 5e orteil en bas à gauche. Alors, très souvent, malheureusement, la gangrène, c'est la manifestation inaugurale de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs chez plus de 50% des patients. Donc, les examens complémentaires, on a dit le plus important, c'est au moindre doute le Doppler artériel des membres inférieurs, qui est l'examen de référence, qui doit être très précis. En particulier, on doit bien voir les axes gonaux, c'est-à-dire les fameux 3 axes jambiers, éventuellement les pédieuses. Si on a un doute, on fait réaliser un angioscanner. Et si vraiment on ne sait pas, on fait une artériographie sur table à visée diagnostique. Mais en règle générale, ça va être le chirurgien vasculaire qui va la faire. Pourquoi? Parce qu'il va aussi traiter dans la foulée, s'il peut, poser des stents ou faire une angioplastie. Alors, la localisation et caractéristique des plaies. Alors, les plaies ischémiques vont être plutôt situées sur des zones de frottement, c'est-à-dire les parties latérales et dorsales du pied. Elles ont plutôt un aspect nécrotique, comme on l'a vu sur la diapositive précédente. Il n'y a pas d'hyperkératose et c'est plutôt évidemment douloureux. La plaie neuropathique pure, c'est-à-dire sans association à une AOMI, elle va plutôt être plantaire et pulpaire avec une hyperkératose et c'est ce qui réalise le classique mal perforant plantaire. La plaie neuroischémique, donc chez un patient qui a à la fois une neuropathie et une AOMI, va avoir les caractéristiques des plaies ischémiques et également neuropathiques. Mais elles seront le plus souvent moins douloureuses. Alors maintenant, attaquons le bilan de la plaie proprement dit. Une fois qu'on a vu la OMI, s'il y a de la fibrine, s'il y a de la nécrose, s'il y a du tissu de granulation, c'est-à-dire ça bourgeonne, et si ça épidermise. On va observer les berges, on va observer la peau périlésionnelle, on va aussi s'intéresser à la surface et à la profondeur, ça c'est très important. Et pour ça, on va utiliser un stylet ou éventuellement une pince plastique, une moitié de pince plastique qu'on va rentrer dans la plaie pour rechercher ce qu'on appelle un contact osseux. On va voir après ce que c'est. On va évaluer les dommages tissulaires, c'est-à-dire qu'on va voir si simplement l'atteinte est seulement cutanée ou si elle est plus profonde, comme on l'a vu dans notre classification du Texas, puisqu'on peut aller jusqu'à l'atteinte ostéo-articulaire. On va aussi regarder un petit peu les exudats, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont importants, pas importants, est-ce qu'ils sont plutôt purulents ou plutôt transparents, diséreux. L'odeur aussi, ça peut, au retrait du pansement ou si elle reste permanente, des fois dans une gangrène, ça sent très mauvais. Et bien entendu, on va prendre des photos avec un décimètre, des photos qui doivent normalement être faites sans flash, à peu près à 20 cm de la plaie, et donc un décimètre à côté de la plaie. Alors, les signes d'infection, très importants, très très importants. Donc, on va évidemment chercher les signes généraux, fièvre, frisson, fréquence cardiaque, etc., pour voir s'il n'y a pas un sepsis. Il faut se dire aussi que les signes d'infection classiques chez le diabétique, malheureusement, sont souvent atténués. Donc, par exemple, le signe de cellulite, c'est-à-dire rougeur, chaleur, œdème, n'est pas toujours bien présent. L'écoulement purulent non plus. Mais il faut rechercher tout ça, comme un patient classique. Le retard de cicatrisation peut être aussi un élément qui doit nous orienter vers une infection. Et un élément aussi qui est important et intéressant, c'est la dégradation brutale de la plaie. Quand on a une plaie qui la veille était bien bourgeonnante et qui du jour au lendemain se dégrade, devient grisâtre, là on est devant une infection jusqu'à preuve du contraire. C'est vraiment un signe assez discriminant. Un signe qui est pathognomonique d'infection, c'est-à-dire quasiment spécifique de l'infection, c'est la douleur. On l'a dit jusqu'à maintenant, le patient qui a une neuropathie diabétique, normalement, il a pas mal, il ne sent pas. Donc, s'il commence à avoir mal à sa plaie
et que la plaie coule par exemple plus, etc., il y a d'autres signes associés, on est très probablement devant une infection. Et donc, il faut agir vite. La nécrose, ce n'est pas qu'un signe d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est aussi un signe d'infection. Alors, il y a une classification internationale de l'IGWDF, International Working Group on the Diabetic Foot, qui classe l'infection selon la gravité. C'est pas mal fait parce que moi, j'utilise aussi pour les autres plaies, en particulier pour les ulcères. Donc, c'est une classification assez simple parce qu'elle est en fonction, je dirais, de l'étendue de l'infection. Le grade 1, par exemple, donc il n'y a pas d'infection cliniquement décelable. Le grade 2, c'est une infection qui est localisée à 2 cm maximum autour de la plaie. Le grade 3, c'est une infection avec des signes locaux régionaux, donc déjà plus important. Et le grade 4, c'est l'infection sévère, c'est-à-dire il y a le syndrome septique. Alors après, on peut ajouter une petite note, on ajoute un 0 si on pense qu'on a une infection qui touche l'os. Voilà. Alors, on va faire évidemment un prélèvement bactériologique, un bilan sanguin, NFS, VSRP classique. Procalcitonine, c'est intéressant pour le suivi de l'ostéite. La fonction rénale et hépatique, si on envisage derrière de peut-être faire une biantibiothérapie pour traiter une infection profonde. La recherche d'ostéite, très important aussi quand on fait notre bilan. Hein. On a parlé tout à l'heure de contact osseux avec notre stylet. Donc, on va rechercher ce contact osseux. Et quand on a un contact osseux qui est en regard de la plaie, c'est une ostéite jusqu'à preuve du contraire, toujours. Si l'os est visible à travers l'ulcération, là, c'est quasi sûr qu'on a une ostéite. Alors souvent, on a une dermohypodermite chronique, hein, notamment au niveau des orteils. C'est ce qu'on appelle le classique orteil en saucisse. Vous voyez là, par exemple, sur les diapositives de gauche, alors, on ne voit pas très très bien, mais on voit quand même que l'orteil il est bien enflé et on voit à travers la plaie l'articulation. Alors, quand on a aussi une plaie profonde qui est présente depuis plus de 6 semaines, il faut évoquer le diagnostic d'ostéite. Donc, du coup, quand on voit un patient pour la première fois, en fait, il est recommandé de faire une radiographie systématique pour être sûr de ne pas passer à côté d'une ostéite. Voilà. Et on doit la renouveler tous les 15 jours à 1 mois en fonction de l'évolution si on a une ostéite. Alors, parfois, la radio est difficile à interpréter et on peut se faire aider en faisant une IRM ou éventuellement une scintigraphie au polynucléaire marqué si c'est possible. Sachez qu'il existe une classification pour vous aider à affirmer ou écarter le diagnostic d'ostéite avec des critères cliniques, des critères biologiques, des critères radiologiques. Alors ça, je vous la ferai passer peut-être après pour ceux que ça intéresse à l'issue de ce webinaire. Hein, mais bon, là, on n'a pas le temps de l'évoquer. Alors, sachez que la VS et la procalcitonine sont des marqueurs très intéressants pour le suivi de l'ostéite. Hein. Donc, il faut les doser tous les 15 jours pour voir si, si la VS baisse, la procalcitonine baisse bien. Eh bien, ça veut dire que votre traitement fonctionne bien. Alors, maintenant, passons à la thérapeutique. Donc, dans l'idéal, c'est une prise en charge pluridisciplinaire qui va associer les médecins, les pédicures, podologues, infirmières, les chirurgiens, etc. Je vous ai mis des critères d'hospitalisation. Quand vous voyez le patient pour la première fois, si à l'issue de votre consultation, vous avez besoin de prendre une décision rapide, ben voilà, vous avez des critères qui vont vous y aider. L'infection sévère de grade 3 ou 4, là, qu'on a évoqué tout à l'heure dans la classification de l'IGWDF, est un critère d'hospitalisation. Les signes de gravité locaux, comme les crépitations, la présence de gaz, l'aspect cyanique, l'ivédoïde du membre, tout ça doit conduire à une hospitalisation. Une plaie profonde, donc avec suspicion d'atteinte osteoarticulaire, il faut le faire hospitaliser. L'évolution rapide et défavorable de la plaie, l'ischémie critique, la gangrène. Si on pense qu'il y a une révascularisation nécessaire, c'est évident qu'on va la faire hospitaliser. Si on pense qu'il y a une nécessité de chirurgie de débridement large, si on doit faire une antibiothérapie par voie IV, mais qui n'est pas réalisable à domicile, si on a un déséquilibre métabolique sévère, c'est-à-dire vraiment un diabète très déséquilibré, on va faire hospitaliser d'emblée. Si on pense qu'il va y avoir une mauvaise observance du patient, avec une mise en jeu du pronostic du membre, une impossibilité de soins adaptés, une précarité, un suivi qui va être difficile, ce n'est pas la peine, il vaut mieux hospitaliser. D'accord ? Sinon, dans les autres cas, traitement ambulatoire. Alors évidemment, tout ce que je vous ai donné là comme information jusqu'à maintenant et tous les tableaux, vous pourrez le visionner une autre fois puisque tout est enregistré, puisque là,
je vous ai déjà balancé pas mal d'infos. Alors, le traitement ambulatoire, si on en reste à un traitement ambulatoire, une fois qu'on a éliminé, je dirais, tout l'hospitalisation immédiate et rapide, et il va s'articuler sur 3 choses. D'abord et avant tout, la mise en décharge de la plaie, le débridement et les soins locaux de la plaie et l'équilibration du diabète, évidemment. Alors nous, on va surtout parler avant tout de la décharge. Hein, les diabétologues spécialistes de la plaie vous diront qu'une plaie non correctement mise en décharge est une plaie qui n'est pas traitée. Ben oui, je crois qu'il faut bien faire comprendre aux patients et puis à tous les soignants que le premier traitement de la plaie du pied diabétique, c'est la décharge. Hein. Et là, on a vraiment un problème crucial d'observance parce que il faut que la décharge elle soit complète et permanente. Ça veut dire que si le patient se lève la nuit pour aller faire pipi, il doit être en décharge. S'il commence à marcher sur sa plaie ne serait-ce que 5 minutes, ça peut interrompre le processus de cicatrisation et donc on n'aura pas de cicatrice, on ne pourra pas arriver à la cicatrisation complète. Donc vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, le premier traitement, c'est la décharge et c'est une décharge qui est permanente. Et il faut revenir à la charge si on sent que le patient n'est pas très observant, il faut l'encourager, voilà, et il faut bien surveiller ça. Alors vous voyez sur ces photos, vous avez différents dispositifs selon la localisation de la plaie. Vous avez par exemple tout à gauche la WPS qui est un concurrent de la Barou qui est peut-être un petit peu plus confortable. Pour les plaies, alors ça c'est pour les plaies de l'avant-pied. Pour les plaies de l'arrière-pied, là au niveau du talon, on a la fameuse Terra Heel. On a pour les plaies du médio-pied en bas à gauche la Stabil-D, c'est un exemple, avec une semelle à côté là qui est en photo où on enlève les plots pour faire une décharge des plaies du médio-pied. On a sinon des dispositifs amovibles qui prennent toute la jambe, l'AirCast, ça peut être pas mal pour quand on a des gens avec des plaies avec beaucoup de déformations du pied et en particulier pour bien mettre en décharge zut, j'ai oublié, c'est pas grave, le pied de Charcot, voilà, ça me revient. Et des patients, par exemple, qui ont déjà été amputés en partie avec des transméta. Donc, ça, c'est plus facile pour obtenir une décharge complète. Alors, parfois, dans certains cas, quand le patient est vraiment pas observant, vous voyez, on le punit en mettant des plâtres. Hein, c'est ce qu'on appelle le plâtre de contact total. Voilà, pour vraiment avoir une décharge permanente. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, ont des maux perforants assez jeunes. C'est déjà arrivé de voir passer des gens d'une quarantaine d'années avec des maux perforants, très actifs, qui prennent l'avion tout le temps, qui ont un boulot où ils sont obligés de se déplacer. Donc, la décharge, c'est extrêmement compliqué. Ils partent avec des plates comme ça, avec le costard cravate, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, mais alors, ces plâtres, attention, il faut avoir une bonne maîtrise pour le faire. Nous, en tout cas ici, on ne sait pas faire, on ne le fait pas. Hein, c'est dans des centres de pieds diabétiques et il faut qu'il n'y ait pas d'artériopathie, pas d'infection. Hein, sinon, après, on a des complications sous plâtre. Alors, on a des types de décharges plus simples. Par exemple, pour des orteils en griffe, on va faire des trous dans la chaussure, tout simplement. Et puis, quand on a un corps sur le dos des orteils, on peut faire des incisions en croix dans la chaussure à usage temporaire. La chute, ce qu'on appelle chute, c'est chaussure à usage temporaire, je ne l'ai pas dit. Quand on a une plaie au niveau de la pulpe des orteils, là, sur les orteils en griffe, on peut faire ce qu'on appelle un padding. Les podologues, ils savent ce que c'est. Alors nous, pour faire ça, on utilise en fait une bande qui n'est pas déroulée. C'est-à-dire qu'on place la bande sous l'orteil pour soulever l'orteil, plus qu'il soit en appui. Hein, ça permet de faire une décharge au niveau de la pulpe. Et donc, une fois qu'on a fait cicatriser ces gens avec ces chaussures de décharge temporaire, qu'on appelle les chutes, on va passer à ce qu'on appelle des chupes. Des chaussures à usage permanent qui sont en fait soit des chaussures de série qu'on peut acheter en pharmacie ou dans un magasin d'orthopédie. Vous avez plusieurs marques, notamment Mephisto, qui est une marque emblématique que tout le monde connaît. Et on met une orthèse plantaire qu'on va faire réaliser par le podologue pour assurer une décharge. Parfois, on est obligé d'utiliser des chaussures orthopédiques sur mesure pour des pieds avec des grosses déformations. Alors, j'active parce que là, on a déjà passé la demi-heure. Le traitement local de la plaie. Alors, on va faire un débridement qui est assez large et agressif.
si on a une neuropathie pure sans artériopathie. Par contre, si on a une artériopathie sévère, on va être beaucoup plus prudent. On ne fera une détertion que vraiment en cas d'inflammation ou si le patient a été revascularisé. L'objectif, c'est de retirer toute l'hyperkératose qui entoure la lésion parce que l'hyperkératose, ça gêne l'épidermisation de la plaie. Il faut bien dégager pour qu'on voit bien l'épiderme rosé, pour que ça puisse bien fermer. On utilise différents outils. Alors, les infirmières ne sont pas forcément les mieux outillées. Il faut ne pas hésiter à faire appel justement au podologue, même s'il y a une plaie, pour dégager l'hyperkératose autour. Alors lui, le podologue, il n'a pas le droit de faire saigner la plaie, l'infirmière, elle peut, mais lui, il peut au moins dégager l'hyperkératose à distance de la plaie. Donc, ça aidera beaucoup l'infirmière. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour le soin de base proprement dit, c'est lavage à l'eau et au savon doux et rinçage au savon physiologique. Donc, ça, c'est je dirais le lavage classique qu'on fait pour les plaies, de manière générale. Ce n'est pas que le pied diabétique. Alors après, cicatrisation dirigée, c'est quoi? C'est les pansements. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme pansement sur ces plaies? On va utiliser plutôt des pansements absorbants parce qu'il y a toujours des risques de macération. Donc, on va utiliser des pansements absorbants type alginate, des pansements à base d'algues. L'emblématique, c'est l'algostérile, ou des pansements hydrophiles qui sont très absorbants comme l'Aquacel Extra ou le Biotin Fiber là, qui vient de sortir sur le marché, ou l'Urgoclean Mesh. On peut aussi utiliser des pansements super absorbants, alors je ne l'ai pas mis dessus, comme le Mextra, le Resposorb, qui sont des pansements à base de polyacrylate. Le polyacrylate, c'est ce qu'il y a dans les couches bébés. On va plutôt utiliser des pansements à base de mousse qu'on appelle hydrocellulaire, mais plutôt en fin de cicatrisation pour éviter la macération. Pourquoi en fin de cicatrisation? Parce que c'est souvent à ce moment-là que les plaies suintent moins et on a moins de problèmes de macération. Alors, il y a une étude qui a montré l'intérêt d'un pansement qui s'appelle l'Urgostar dans le traitement des plaies, parce que dedans, il y a une molécule pro-cicatrisante. Cet Urgostar, il existe sous forme de mousse et sous forme de tulle. Alors, dans le pied diabétique, on va plutôt l'utiliser sous forme de tulle, justement, pour éviter la macération. Et on mettra avec peut-être un algostérile, un Aquacel Extra, etc. En cas d'infection, on peut mettre des pansements anti-infectieux, des tulles argent, de la sulfadiazine argentique, du Sorbact, qui est un pansement bactériostatique, l'algostérile, qui a l'AMM pour les infections. C'est utile, mais on ne sait pas vraiment s'il y a une efficacité prouvée. En tout cas, ce qui est très important, c'est quand on a une infection, il faut éviter absolument les pansements occlusifs qui peuvent favoriser l'infection. Voilà. Quand on a une gangrène des orteils, on va ce qu'on appelle une momification avec des pansements absorbants en attendant la revascularisation. Comme ça permet de stabiliser la gangrène parce que les bactéries qui se développent dans la gangrène, elles ont besoin d'humidité. Donc, si vous asséchez votre gangrène, vous allez ralentir la multiplication des germes. Voilà. Donc, on peut utiliser des pansements absorbants, mais il y en a qui utilisent aussi de l'éosine ou même de la bétadine. Mais bon, ce qui est pas mal, c'est derrière aussi peut-être d'assécher avec des pansements. Moi, en tout cas, c'est ce que je préfère. Alors, l'infection, c'est une urgence médicale. Quand on a une plaie sur le pied diabétique dont on suspecte l'infection, on va faire un prélèvement bactériologique, une radio, un bilan biologique et mettre en route des antibiotiques. Alors, voilà. Après, on réfléchit et on met des antibiotiques antistaphylococciques et antistreptococciques. Mais si on pense qu'il doit y avoir un traitement chirurgical, il ne faut surtout pas se dire bon, allez, je vais le mettre sous antibiotique pendant 48 heures, puis si ça ne va pas mieux, j'envoie le chirurgien. Non. Si vous pensez qu'il faut que le chirurgien intervienne, il faut l'adresser tout de suite pour hospitalisation, sur un plateau technique chirurgical. Alors, la dermohypodermite infectieuse qui reste très localisée, ça, on peut éventuellement s'en occuper soi-même sans forcément aller sur un plateau technique, avec une surveillance bien sûr rapprochée, et puis bien entendu hospitalisé si ça se dégrade ou si on a le moindre doute. La collection purulente, c'est évident, c'est le plateau technique chirurgical, donc avec incision, drainage par lame, et on va même le faire chez un pied ischémique. Voilà. De toute façon, les antibiotiques sur une collection purulente, ça ne marche pas. La seule manière de traiter l'abcès, c'est d'évacuer. C'est tout. La dermohypodermite infectieuse sévère, donc elle nécessite un débridement, un drainage chirurgical, des antibiotiques. Si la plaie n'est pas trop profonde, après tout ce traitement, on va faire une cicatrisation dirigée, c'est-à-dire avec des pansements. Parfois, on va être obligé d'utiliser la thérapie par pression négative.
si on a une perte de substance importante, hein, si on a vraiment une plaie vraiment très, très délabrée. Alors, la thérapie par pression négative, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de mousse qu'on va mettre dans la plaie et on va créer une pression négative, une dépression, et ça va stimuler le bourgeonnement, hein. Donc, ça va combler toute cette perte de substance. Et une fois que cette perte de substance sera bien comblée, qu'on aura une plaie bien superficielle, soit on fera une cicatrisation dirigée avec des pansements, soit on se dira, on va peut-être faire une greffe ou éventuellement un lambeau. La fascite nécrosante, donc c'est une urgence chirurgicale, c'est une dermohypodermite infectieuse sévère qui n'est non maîtrisable avec les antibiotiques. On a beau mettre des antibiotiques, elles progressent, on a une nécrose extensible, hein, qui peut conduire jusqu'au décès. Et cette fascite nécrosante, donc là c'est le SAMU, hein, il faut un large débridement, une excision totale des tissus nécrosés. C'est-à-dire qu'il faut que le chirurgien, vraiment, il ait vraiment tout enlevé, il ne faut pas qu'il en ait laissé, parce que s'il en laisse un peu, la fascite, elle continue. Le traitement de l'ostéite, alors traitement médical, traitement chirurgical. Alors, traitement médical, c'est la biantibiothérapie à bonne diffusion osseuse pendant 6 semaines. Donc là, je vous renvoie à ce qui a été publié par les infectiologues, hein. En général, on met une fluoroquinolone et puis on associe ça, par exemple, à de la dalacine, de la piostacine, de l'acide fusidique, de la rifadine, etc. Mais tout ça, c'est très bien codifié, hein, donc il suffit de suivre. Il faut une surveillance bio-hebdomadaire, hein, quand on utilise certains antibiotiques, notamment la rifadine. Il faut faire une radio tous les 15 jours à 3 semaines pour surveiller l'évolution et s'assurer que notre ostéite régresse bien. Alors, le traitement médical seul est parfois possible, mais les études montrent qu'en fait, les délais de cicatrisation peuvent être nettement raccourcis si on associe le traitement médical avec une chirurgie conservatrice, hein. Et je crois qu'à l'avenir, vraisemblablement, on va de plus en plus aller vers un traitement combiné de chirurgie conservatrice associée au traitement médical. Bon, peut-être pas pour toutes les plaies, mais quand même une très grande partie. Le traitement chirurgical conservateur, comme son nom l'indique, il faut qu'il soit le plus limité possible, hein, sur la partie osseuse infectée uniquement, hein. En général, ce geste concerne une phalange ou une tête métatarsienne sans élargissement aux parties saines, hein. Il faut vraiment qu'on évite au maximum l'amputation. Alors, si on a une artériopathie associée avec cette ostéite, on va d'abord revasculariser et ensuite on va faire la chirurgie osseuse. Si la revascularisation n'est pas possible, on ne fait pas de traitement chirurgical. On se contente de faire un traitement médical de l'ostéite. Le traitement de la OMI, je ne m'étends pas là-dessus, hein, c'est d'abord la revascularisation, angioplastie, stenting, pontage, parfois disto. Maintenant, on sait faire, hein, il y a des équipes qui savent très bien faire ça. Parfois, malheureusement, on est obligé d'amputer. Et puis, il faut inciter le patient à marcher pour développer la circulation collatérale, pour développer un petit peu la circulation, bien entendu, avec la chaussure de décharge. Voilà, donc après un traitement bien conduit, dans 80 à 90% des cas, normalement, les plaies ferment à 1 an, hein, donc ça veut dire l'écrasante majorité. Mais parfois, on est en échec de traitement. Alors, à quoi il faut penser si on est en échec? D'abord, et voilà, il faut se poser des questions dans le bon ordre. Première question, est-ce que mon patient est bien en décharge? Si oui, dans ces cas-là, je me pose la deuxième question qui est, est-ce que mon patient n'a pas une artériopathie qui s'est décompensée? Dans ces cas-là, je fais un Doppler. Si le Doppler est satisfaisant, à ce moment-là, on se pose la troisième question, est-ce que ce patient, finalement, il n'a pas une ostéite alors que jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas détecté? Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire des radios systématiques sur des plaies, sur des plaies du pied diabétique qui traînent. Voilà, donc en conclusion, la plaie du pied diabétique qui n'a pas été évaluée, c'est toujours une urgence. Voilà, vous l'avez compris, hein, puisqu'on peut avoir un risque d'amputation qui va jusqu'à 50%. Un patient sur deux, c'est énorme, hein, en cas d'infection et ou d'AOMI associée. Il faut qu'il y ait une évaluation médicale de la plaie sous 48 heures. Quand un patient appelle, il faut qu'il soit vu dans les 48 heures par le médecin, en absence de signe de gravité, évidemment. Sinon, bien sûr, on l'a dit, hein, avec tous les critères d'hospitalisation, dans les cas graves, il faut qu'il soit hospitalisé tout de suite. Alors, soit on oriente le patient sur une équipe multidisciplinaire proche qui est entraînée. En général, c'est des services de diabétologie avec une consultation plaie et cicatrisation. Mais si on n'en a pas à proximité, il faut s'appuyer sur des correspondants, hein, sur qui on peut compter pour régler tous ces problèmes.
Voilà. Donc, 5 mots-clés à retenir pour la plaie du pied diabétique, toujours une urgence. Bah, d'abord, le mot urgence, ensuite neuropathie, ensuite artériopathie, ensuite infection et le mot-clé décharge. Retenez bien cela. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention.